Merci beaucoup, Jean-Sébastien, pour l'introduction. Donc, voici l'approche générale, le plan pour la présentation. Je vais d'abord discuter des anomalies de signal dans l'IRM hépatique, abdominale supérieure, parce que c'est une particularité propre à cette modalité d'imagerie. Ensuite, je vais couvrir les anomalies diffuses du parenchyme hépatique, notamment la surcharge en graisse, en fer et en fibrose. À la fin de ma présentation, je vais brièvement couvrir les patterns classiques d'anomalies vasculaires. Mon collègue Jean-Sébastien Billard va discuter de la catégorisation des masses hépatiques, qu'elles soient kystiques ou solides, sur foie normal ou foie de fibrose ou cirrhotique. Et Damien Olivier va donner des exemples de vignettes cliniques couvrant tout le spectre d'anomalies. Donc, à ce stade-ci, certains d'entre vous n'ont jamais entendu un Vietnamien, Canadien parler français avec un accent québécois. N'ajustez pas vos appareils, c'est normal, ça prend quelques minutes pour s'habituer. Donc, avec les séquences en spin écho, le signal est donné par l'équation suivante. Donc, c'est d'apparence intimidante, mais on peut reconnaître quelques termes. Donc, le signal dépend de trois propriétés physiques, soit la densité protonique, le T1 et le T2 des tissus. Le signal dépend également de deux paramètres d'acquisition qui sont réglés par l'opérateur. Bien que l'équation ait l'air intimidante, on peut la visualiser mentalement comme étant le produit de trois termes, soit la densité protonique, la relaxation longitudinale et transverse. Avec les séquences en écho de gradient, ça se corse. L'équation a l'air plus complexe. On devine, on reconnaît quelques termes. On constate que le signal dépend à la fois de la densité protonique, le T1 et le T2 étoile, mais en plus, il y a 4 paramètres d'acquisition qui peuvent faire varier le signal, soit l'angle de bascule, alpha, le TR, le TE et la composante de phase. Donc, je montre ces deux équations pour dire quoi? Pour dire que dans un cadre de recherche, on peut approcher la question de façon analytique, on peut mesurer le T1 et le T2, en faisant varier certains paramètres, tout en maintenant d'autres constants. Par contre, en pratique, à la console de lecture, c'est beaucoup trop intimidant. Il faut alors utiliser une approche plus intuitionniste, et c'est ce que je vais mettre de l'avant au cours de ma présentation. Donc, sur cette série d'images, je présente une séquence en écho de gradient pondérée T1 sans saturation graisseuse. J'ai sélectionné, j'ai fait un zoom sur différents organes de l'abdomen supérieur et je les ai triés par ordre croissant de signal. Donc, en commençant par le plus hypointense à gauche vers le plus hyperintense à droite. Donc, on a la vésicule biliaire, le rein, la rate, le foie et le pancréas. Sur la seconde rangée, je répète l'exercice avec une séquence en écho de gradient pondérée T1, mais cette fois avec saturation graisseuse. Ce qu'on voit, c'est lorsqu'on se débarrasse du signal de la graisse, on peut redistribuer la plage dynamique et percevoir les nuances de contraste entre les différents organes. Donc, on apprécie mieux la différence de signal entre le rein, la rate, le foie et le pancréas. Donc, quantitativement, c'est exactement ce qu'on observe. Donc, dans un cadre de recherche, on peut s'amuser à mesurer le T1 de différents organes abdominaux, par exemple à 1,5 Tesla. Donc, on a cette relation de gauche à droite. Si on compare avec 3 Tesla, on constate que le T1 est déplacé vers la droite, donc il est plus long, mais la position relative des organes, le signal d'un organe par rapport aux autres, demeure le même. Donc, ce qui facilite la comparaison du signal à 1,5 et 3 Tesla. Reprenant le même principe, je présente par ordre croissant le signal des organes sur des séquences en phase spin-écho pondérée T2, sans saturation graisseuse. Donc, de gauche à droite, on a foie, pancréas, rate, rein et vésicule biliaire. Donc, comme on sait, les structures qui ont contenu liquidien important sont très hyperintenses en T2, soit comme la bile ou encore comme le liquide céphalorachidien. On répète l'exercice, cette fois avec un pulse de saturation graisseuse, et on peut apprécier les nuances de contraste. J'attire votre attention sur le signal de la rate, donc, qui se situe quelque part entre celui du cortex rénal et de la médula rénale. La médula qui contient les tubules rénaux, où est concentrée l'urine, est plus riche en liquide, donc plus hyperintense. De façon quantitative, on peut évaluer
le T2 des organes abdominaux à 1,5 Tesla. On peut également faire l'exercice à 3 Tesla. On constate qu'il y a un léger raccourcissement du T2. La position relative des organes est sensiblement la même, à l'exception près que le foie a un T2 plus court que celui du pancréas et la rate a un T2 plus court que celui du cortex rénal à 3 Tesla. Encore là, c'est difficile de jongler avec les chiffres et la position relative des organes. On peut se représenter graphiquement, mentalement, le signal des organes sur un diagramme cartésien. Donc, sur l'abscisse, je représente le signal T1, soit hypo, iso ou hyper-intense. Et sur l'ordonnée, je représente le signal T2, hypo, iso ou hyper-intense. Ici, la convention arbitraire est d'employer le foie comme organe de référence, iso-intense T1 et T2. Par rapport au foie, le pancréas est plus hyper-intense en T1, tandis que la vésicule biliaire, le rein et la rate sont plus hypo-intenses en T1 et hyper-intenses en T2. Je vais reprendre le leitmotiv et on peut l'appliquer à d'autres scénarios. Par exemple, l'évaluation des nodules hépatiques. Sur un foie de cirrhose, les nodules régénératifs ont un signal qui est comparable, analogue à celui du restant du parenchyme de cirrhose. Certains nodules dysplasiques présentent un signal spontanément hyper-intense en T1, ce qu'on attribue, selon les références, soit à la présence de glycogène ou de cuivre. Tandis que les hépatocarcinomes ont plutôt un signal hypo-intense en T1, hyper-intense en T2, analogue à celui de la rate. Les nodules sidérotiques qui contiennent du fer présentent un signal hypo-intense en T1 et T2. On peut répéter l'exercice pour différents types de tissus. Donc, en employant toujours le foie comme organe de référence. En bas à droite, vous avez nodules dysplasiques, gadolinium, certains pigments de bilirubine, et le sang, notamment la méthémoglobine intracellulaire. La mélanine, dans un contexte de mélanome métastatique, présente un signal spontanément hyper-intense en T1, souvent iso-intense T2 au foie. Les structures à contenu liquidien, telles que les kystes protéiniques, la mucine et le sang dans sa forme méthémoglobine extracellulaire, donc du sang un peu plus vieux, va être hyper-intense en T1 et T2, tandis que les structures, les tissus qui ont un contenu liquidien important vont être hypo-intenses en T1 et hyper-intenses en T2. Donc, en haut à gauche, vous avez les lésions kystiques, dont le signal est analogue à celui du liquide céphalorachidien. Un peu plus bas, vous avez inflammation, tumeur. Et finalement, en bas à gauche, vous avez calcium, fer et hémosidérine et air ou gaz, dont le signal est hypo-intense à la fois en T1 et T2. Donc, je vais présenter quelques exemples de tissus qui présentent un signal spontanément hyper-intense en T1. Vous avez ici des séquences en échogradient 3D avec saturation graisseuse avant injection de gadolinium. Donc, sur la première rangée, de gauche à droite, vous avez kyste protéinique, mucine. Donc, vous noterez que selon les logettes au sein d'un cystanocarcinome mucineux, le signal peut être très hyper-intense en T1 ou très variable selon la concentration en mucine et en eau. Ensuite, vous avez un adénome qui a récemment saigné, donc avec du sang dans sa forme méthémoglobine, suivi d'un nodule dysplasique, spontanément hyper-intense en T1, avant même l'injection de gadolinium. Sur la seconde rangée, vous avez des métastases d'un mélanome, métastases hépatiques, suivies d'une hépatolithiase. Donc, certaines hépatolithiases, certaines cholidocholithiases ou calculs vésiculaires peuvent avoir un signal spontanément hyper-intense en T1, ce qu'on attribue à la présence de pigments de bilirubine. Enfin, les différentes formulations de gadolinium, que ce soit extracellulaires ou hépatobiliaires, sont également hyper-intenses en T1, et c'est la raison pour laquelle on les emploie. On peut également survoler quelques lésions qui ont un signal très hyper-intense en T2. Donc, voici des séquences en face pénico-pondérée T2 avec saturation graisseuse. Vous avez en haut à gauche le LCR, qui est employé comme structure de référence, qui est toujours accessible sur toutes les coupes axiales. Ensuite, vous avez la bile au sein d'un cholédoque très dilaté et d'une vésicule biliaire également dilatée en raison d'une cholidocholithiase qu'on peut apercevoir. La mucine est souvent très hyper-intense en T2.
C'est le cas dans le cysténocarcinome que je vous présente. Également dans une TIPMP maligne du pancréas sur la figure suivante. Les lésions kystiques, telles que amartome, kyste simple, kyste à contenu protéinique ou hémorragique, ont également un hypersignal T2 très marqué, tout comme les hémangiomes. Enfin, en bas à droite, vous reconnaissez l'adénome qui est récemment saigné et qui présente la méthémoglobine extracellulaire. Je termine cette thématique en situant les lésions solides. Donc, les lésions solides, celles qui nous intéressent, souvent les tumeurs malignes, ont un hyposignal T1 et un hypersignal T2 léger à modéré. Donc, ici, on peut utiliser la rate comme contrôle interne. Souvent, le signal de ces lésions solides est semblable à celui de la rate et moins hyper-intense que le liquide cephalorachidien. Quelques exemples de lésions solides qu'on va revisiter lors du cours suivant incluent métastases, hépatocarcinome, cholangiocarcinome, lymphome. Je vais maintenant discuter de pathologie hépatique diffuse en me concentrant sur la stéatose, la surcharge ferrique et la présence de fibrose. Donc, les trois entités qu'on rencontre le plus fréquemment. La stéatose peut être détectée, elle peut être gradée, elle peut être quantifiée. Le principe sous-jacent, c'est que les protons d'hydrogène associés aux molécules d'eau ont une précession plus rapide, une vitesse de précession plus rapide que les molécules, que les spins, les protons d'hydrogène associés à des molécules de triglycérides. Donc, on a une vitesse de précession différente et les ingénieurs et les physiciens peuvent concevoir des séquences exploitant cette différence de vitesse, de façon à ce qu'on puisse acquérir des images lorsque le signal de la graisse et de l'eau est en opposition de phase, lorsque le signal s'annule, ou encore lorsque le signal se retrouve en phase. Donc, c'est un phénomène qui est périodique, donc on peut acquérir plusieurs échos consécutifs en alternance, opposition de phase, en phase, opposition de phase, en phase. Vous reconnaissez la signature visuelle de ces séquences. Donc, à gauche, vous avez une séquence en écho de gradient hors phase. On reconnaît l'artefact en encre de Chine, ce liséré noir qui entoure les viscères solides. Et ça reflète le fait que dans un même voxel, on a une interface entre un organe solide, principalement constitué d'eau, et de graisse viscérale avoisinante. Donc, le signal de la graisse et l'eau s'annulent à l'interface entre ces deux tissus. Donc, les séquences en opposition de phase sont utilisées pour détecter la présence de graisse, puisqu'on constate ici une stéatose diffuse importante. Graphiquement, le concept est illustré ici. Je vous illustre un graphique du signal en fonction du temps d'écho, à 1,5 Tesla, avec des acquisitions à plusieurs temps d'écho, successivement hors phase et en phase. Dans un foie normal, on peut observer une petite fraction de graisse, environ 5 %. Vous remarquerez que le signal hors phase et en phase est très semblable. Hors phase, c'est un peu plus bas parce qu'on a une petite fraction de graisse. Lorsqu'il y a une stéatose plus importante, on observe des oscillations plus marquées, comme dans le cas d'une stéatose légère, modérée ou sévère. Dans le cas de la stéatose sévère, le signal en opposition de phase chute drastiquement et peut apparaître presque noir sur l'image hors phase. Il y a des séquences en écho de gradient à multiples échos qui étaient récemment dans le domaine de la recherche et qui sont maintenant disponibles commercialement et qui sont employés pour quantifier la fraction de graisse. Vous avez des exemples sur la dernière colonne à droite avec des cartes paramétriques de fraction de graisse avec des valeurs correspondantes. 8,6, 14,1, 36,8 % de fraction de graisse. En pratique clinique, par contre, pour la détection de stéatose, on peut très bien s'accommoder des deux premiers échos. Donc, avec une stéatose légère, c'est subtil, mais vous remarquerez que le contraste entre le parenchyme hépatique et les vaisseaux est plus accentué en opposition de phase que sur la séquence en phase. Avec une surcharge stéatosique modérée, c'est beaucoup plus apparent, la chute de signal hors phase, tandis que le signal du foie sur la stéatose sévère est très noir.
J'ai discuté de détection et de gradation puis de quantification de stéatose. Je vais maintenant mentionner brièvement les différents patterns de distribution de stéatose. Donc, la stéatose peut être diffuse. C'est le cas dans les causes alcooliques, le syndrome métabolique, certaines causes médicamenteuses, attribuables principalement aux corticostéroïdes, méthotrexate et chimiothérapie. Elle peut également être géographique, limitée à un territoire, souvent en lien avec une anomalie vasculaire, infectieuse ou biliaire. Elle peut être multifocale, de façon idiopathique, ou en lien avec de multiples tumeurs à contenu graisseux. Elle peut être périvasculaire, un phénomène idiopathique. Elle peut être souvent sous-capsulaire, à des endroits classiques, qu'on attribue soit des anomalies de drainage veineux ou de façon fortuite. On l'observe à des endroits classiques, le long du ligament falciforme, en périvasculaire et le long de la veine porte gauche. Donc, voici quelques exemples pour illustrer ces différents patterns de distribution de stéatose. Sur la première rangée, vous avez la séquence en écho-gradient en phase, et sur la seconde rangée, la séquence hors phase. Donc, j'attire votre attention sur les images de la seconde rangée. Stéatose diffuse, stéatose géographique, prédominante au foie droit, stéatose multifocale au sein de lésions hépatiques, périvasculaire le long des veines sucépatiques, sous-capsulaire, surajouté à une stéatose diffuse, et puis focale le long de la veine porte gauche. Je vais changer de thématique. Je vais maintenant discuter de surcharge ferrique et illustrer le concept sous-jacent. Pour quantifier ou détecter la surcharge ferrique, on peut mesurer soit le T2 avec des séquences en spin écho ou le T2 étoile avec des séquences en écho de gradient. Donc, vous vous rappellerez que le T2, c'est le temps après lequel on perd 2/3 du signal de magnétisation transverse. Donc, je le représente ici graphiquement avec les lignes hachurées. Vous avez le signal du foie normal. En présence d'une surcharge ferrique légère, on note un raccourcissement du T2, ce qui est plus accentué avec une surcharge modérée ou sévère. On peut également quantifier le fer avec des séquences en écho de gradient qui mesurent alors le T2 étoile. Et vous observerez que pour des sujets avec des niveaux de surcharge ferrique semblables, le T2 étoile est plus court parce qu'il n'y a pas de pulse de refocalisation de 180 degrés pour compenser pour les inhomogénéités de champ. Donc, en pratique, voici à quoi ça ressemble. On acquiert des séquences en écho de gradient avec de multiples échos. On peut également produire des cartes de surcharge ferrique dans la dernière colonne à droite. En pratique clinique, ce qu'on veut faire pour détecter le fer, c'est d'employer les muscles paraspinaux comme contrôle interne. Un foie normal va avoir un signal soit semblable ou plus hyper intense que les muscles paraspinaux. Ici, on constate qu'avec une surcharge ferrique légère, le signal du foie est plus bas que celui des muscles paraspinaux, avec un temps d'écho assez long, à 16,1 millisecondes. Par contre, avec une surcharge ferrique modérée, le croisement survient plus tôt. Le foie ici est plus noir que les muscles paraspinaux à 4,6 millisecondes, et avec une surcharge sévère, on l'observe dès le premier temps d'écho. Donc, dans une pratique clinique habituelle, on emploie les 2 premiers temps d'écho et c'est suffisant pour détecter une surcharge ferrique, soit modérée ou sévère. Pour une surcharge légère, il faudra ajouter des temps d'écho plus longs. J'attire également votre attention sur la dernière vignette du bas. Outre l'accumulation de fer, la chute de signal au niveau du foie, on observe également un hyposignal au niveau de la moelle osseuse, au niveau d'une petite rate autosplénectomisée et au niveau du cortex rénal. Donc, c'est un patient avec anémie falciforme et l'explication apparaît à la diapositive suivante. Donc, conceptuellement, on doit séparer 2 pathophysiologies pour la surcharge ferrique. Donc, à gauche, vous avez l'hémochromatose, qui est de nature héréditaire, qui est due à un gène défectueux causant une absorption intestinale excessive du fer, principalement au niveau du duodénum. Ce fer s'accumule au niveau du foie, où il cause une cirrhose, au niveau du pancréas, où il peut causer un diabète, et au niveau du cœur, il peut causer une myocardiopathie et des arythmies. À droite, vous avez un autre processus qui est l'hémostérose transfusionnelle,
en raison de transfusions répétées chez des patients avec des anémies hémolytiques. Donc, ces globules rouges hémolysés peuvent s'accumuler dans le système réticulo-endothélial, notamment les cellules de cupifère du foie, dans la rate et dans la moelle osseuse. À droite, vous avez également des globules rouges lysés qui peuvent s'accumuler dans les glomérules situés au niveau du cortex rénal. C'est une des signatures de l'anémie falciforme. Donc, en résumé, je présente un schéma qui illustre la distribution de la surcharge ferrique. Vous avez en A un foie normal, en B une hémochromatose, où le fer s'accumule principalement au niveau du foie et dans un moindre degré devrait s'accumuler au niveau du pancréas. L'hémosclérose transfusionnelle, où le fer s'accumule dans le foie, la rate et la moelle osseuse, et l'anémie falciforme, où on note une petite rate en raison d'infarctus successifs causant une autosplénectomie, et on note également une chute de signal au niveau du cortex rénal. Donc ça, c'est la théorie. Malheureusement, les patients ne lisent pas toujours les textbooks en médecine et la distribution de fer peut varier considérablement d'un patient à l'autre. Je vais discuter maintenant de fibrose hépatique, qu'on voit en bleu ici sur ces colorations au trichrome de Masson. Fibrose souvent gradée de 0 à 4. Et à droite, vous remarquerez la présence de fibrose délimitant un nodule régénératif. Donc, parallèlement à ces modifications histopathologiques, il y a également des changements mécaniques au niveau du foie qu'on peut évaluer avec des méthodes élastographiques. Donc, traditionnellement, en radiologie, on évalue le dysmorphisme hépatique pour détecter une cirrhose. Par exemple, identifier des contours bosselés, une atrophie segmentaire, un émoussement de certains versants du foie ou un élargissement des fissures ou un aplatissement de certaines surfaces. Donc, ces signes sont spécifiques pour une cirrhose, mais peu sensibles pour la détection des stades de fibrose plus précoces. De nombreuses techniques d'imagerie ont été décrites pour stadifier la fibrose. Parmi celles-ci, celle qui a connu le plus grand succès clinique et le plus largement utilisé sont les méthodes élastographiques, qu'elles soient basées sur l'échographie ou l'imagerie par résonance magnétique. Le concept sous-jacent est le même. Lorsqu'on applique des vibrations, celles-ci voyagent plus lentement avec une courte longueur d'onde dans un foie normal qui est mou, tandis qu'un foie fibrotique et cirrhotique fait en sorte que ces ondes voyagent plus rapidement avec une longueur d'onde plus longue. Donc, on peut mesurer cette longueur d'onde, le lambda ici, dans un contexte clinique pour stadifier la fibrose. Dans un contexte de recherche, on pourrait également s'intéresser à l'amplitude des ondes et l'amortissement ou l'atténuation de l'amplitude des ondes, un concept qui est lié à la viscosité du foie. Donc, voici des exemples d'élastographie par résonance magnétique réalisés chez 5 patients différents avec des stades de fibrose documentés par biopsie. Sur la première rangée, vous avez des images d'ondes et vous remarquerez que la distance entre des crêtes rouges successives ou bleues sont plus courtes sur un foie normal et deviennent de plus en plus longues sur un foie fibrotique et cirrhotique. Sur la seconde rangée, vous avez des élastogrammes ou cartes de dureté correspondantes au même patient. Donc, un foie normal est plutôt mou et la dureté en kilopascal est plutôt dans les couleurs mauve et bleu, tandis qu'un foie fibrotique et cirrhotique apparaîtra plutôt en jaune et rouge si on utilise les conventions de couleurs employées ici. Je dois avouer, l'élastographie, on l'emploie chez nous dans un contexte principalement de recherche et de façon sélective en clinique lorsqu'il y a discordance entre fibroscan et biomarqueurs sanguins et qu'il y a un impact sur la prise en charge thérapeutique. Je vais terminer en discutant brièvement d'anomalies vasculaires. Donc, je fais un zoom à gauche sur un lobule hépatique. Vous reconnaissez l'hexagone. Et au coin de l'hexagone, vous avez une triade portale. On s'intéressera surtout à l'artère hépatique et à la veine porte, ainsi que les veines, les sinusoïdes qui convergent vers une veine hépatique centrale. Donc, il y a 4 cas de figure pour les anomalies vasculaires que j'ai sélectionnés. Donc, vous pouvez avoir une thrombose artérielle qui se traduit par un défaut d'opacification d'une artère, mais qui a par ailleurs peu de traduction sur les autres phases vasculaires. Vous pouvez avoir une thrombose porte qui se traduit par un défaut de remplissage dans une veine porte avec une compensation artérielle, avec une hyperémie dans le voisinage. Le troisième cas de figure est la thrombose d'une veine sous-hépatique qui se traduit par un défaut de remplissage d'une veine.
avec un retard d'opacification en phase artérielle et une stagnation du contraste en phase tardive. Enfin, vous avez les anomalies perfusionnelles, souvent fugaces, périphériques, soit de configuration triangulaire ou linéaire, que l'on observe surtout en phase artérielle précoce et qui s'estompent par la suite et qu'on ne retrouve pas sur les autres séquences. Donc, voici 4 exemples pour illustrer une thrombose artérielle qui sont habituellement de nature iatrogénique. Les 2 cas de figure sont la chimioembolisation ou encore la thrombose d'une anastomose artérielle sur un greffon hépatique. Les thromboses des veines portes peuvent être de nature tumorale ou cruorique, par exemple en lien avec une pyéliphlébite. Les thromboses des veines sushépatiques, aussi appelées Budd-Chiari, peuvent être associées à une coagulopathie ou une membrane dans la veine cave inférieure. Vous remarquerez ici des signes d'hypertension portale post-sinusoïde avec des varices. Il y a également eu chez ce patient une thrombose de la veine cave inférieure avec une dilatation du réseau azygos et hémiazygos. Pour terminer, vous avez une anémie perfusionnelle, une hyperémie entourant une zone de cholangite segmentaire. Donc, en résumé, l'approche à l'interprétation qui va être revisitée par mes collègues, c'est de rechercher des pathologies hépatiques diffuses en évaluant le signal des organes les uns par rapport aux autres, en évaluant la morphologie hépatique, en détectant des signes d'hypertension portale. On peut ensuite s'intéresser aux structures vasculaires, que ce soit les artères, veines portes, veines sushépatiques et anomalies perfusionnelles. Jean-Sébastien Billard va discuter de l'approche à la catégorisation des lésions focales, ce qui implique la détection, la catégorisation et la classification des anomalies de signal. Donc, en résumé, l'IRM offre une variété de mécanismes de contraste. Il y a une richesse qui permet de catégoriser les lésions selon le signal T1, T2, la présence de graisse. On peut également employer des techniques complémentaires telles que l'élastographie et l'évaluation du rehaussement pour catégoriser les lésions. L'astéatose se traduit par une chute de signal sur les séquences en échogradient hors phase, tandis que la surcharge ferrique se traduit par un raccourcissement du T2 ou du T2 étoile. La fibrose hépatique se traduit par une augmentation de la dureté, telle qu'évaluée en élastographie, et une approche par checklist, pardonnez l'anglicisme, permet une interprétation méthodique de l'IRM. Merci beaucoup pour votre attention.